Bonjour et bienvenue au Forum Radio J, dont vous êtes l'invité, Pierre Moscovici, bonjour. Bonjour. Alors pour tourner la page de la réforme des retraites, Emmanuel Macron entend désormais montrer que la France va bien, comme il le fait de déplacement en déplacement, de discours en discours. Alors est-il dans le réel, le président de la République, la France est-elle vraiment le bon élève de l'Europe? Comment en tout cas envisager la suite du quinquennat pour répondre aux incertitudes économiques et sortir du cycle infernal, inflation, dette, déficit? Mais pour commencer, la France est encore sous le choc du drame d'Annecy. Un certain nombre de personnalités de droite et d'extrême droite n'ont pas attendu les résultats de l'enquête pour faire le lien entre terrorisme et immigration. Qu'est-ce que ça dit de l'état de la France et du niveau du débat politique ? Je ne vais pas répondre à cette question, non pas parce que ça m'indiffère, mais parce que je pense qu'il y a un temps pour tout. Là, il y a 6 personnes qui ont été poignardées, dont 4 enfants en bas âge, dont certains se battent. Et vous qui êtes jeune père, entre la vie et la mort, je suis jeune père. Vous savez ce que ça peut représenter? J'ai une sensibilité. Quand j'ai appris ça, j'ai avant tout ressenti une énorme émotion. Et je suis toujours sous le coup de cette émotion. Je pense qu'il faut qu'on se concentre là-dessus, c'est-à-dire sur le sort des enfants. Ensuite, il sera temps d'élucider les choses. D'abord, que la police apporte des éclaircissements, que la justice fasse son travail. Et le débat public doit bien sûr reprendre sur ces sujets qui sont très importants. Et j'ai envie de dire presque, pendant cette période-là, observons non pas une trêve, mais un peu de recul, de réflexion. De recul, de réflexion et d'émotion, d'empathie. C'est ça qui m'importe à moi, c'est le sort de ces enfants. Alors, réflexion justement, on va parler de la séquence réforme des retraites pour le pays, et la séquence des retraites et ses conséquences pour le pays. Vous êtes premier président de la Cour des comptes. Quel bilan vous en faites pour Emmanuel Macron et pour le débat politique? Là encore, je suis premier président de la Cour des comptes. Oui. Et donc je ne vais pas me mettre dans le débat politique. La Cour des comptes est une institution de la République. Elle est indépendante, elle est impartiale, et je suis moi-même indépendant et impartial. J'ai ce devoir, et je m'y tiens, mais alors de manière extrêmement scrupuleuse. Donc c'est pas à moi de dire quel est le bilan, qui a gagné. Mais je vais vous poser la question autrement. Donc, si vous me posez des questions... Une réforme qui a eu son importance, son intérêt. Alors, est-ce qu'il fallait la faire ou pas? Il fallait faire une réforme des retraites. Moi, je n'ai pas à me prononcer de savoir si c'était cette réforme, s'il fallait la négocier comme ça, la présenter comme ça, s'il fallait le faire sous une forme légale, législative ou pas, s'il fallait ces mesures d'âge avec un âge couperet. Je ne peux pas et je n'ai pas à me prononcer. Si vous dites ça, ça veut dire que vous posez des questions quand même, hein? Non, c'est-à-dire que ce n'est pas mon travail. Mon travail à moi, c'est de veiller comme une vigie aux grands équilibres de nos finances publiques et à la bonne santé financière de la France. Alors, de ce point de vue-là, je le redis, la Cour des comptes et moi-même, nous avons préconisé une réforme des retraites. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que si on se projette à moyen terme, 2030 et au-delà, nos régimes de retraite ne sont pas équilibrés. Comme le dit le rapport du corps. Ils ne sont pas financés, et de ce point de vue-là, le rapport du corps le dit aussi. Ceux qui s'imaginent qu'il n'y a pas de sujet financier sur la retraite ne disent juste pas la vérité. Après, nous sommes allés un peu plus loin. C'est-à-dire qu'au fond, pour réformer les retraites, il y a plusieurs pistes. La première, c'est d'augmenter les cotisations dans un pays où celles-ci sont déjà élevées, où nous avons beaucoup de charges. Alors on aurait pu imaginer de faire contribuer les retraités, ça a déjà été fait par le passé. Ce n'était pas la solution optimale. La deuxième solution, c'était de baisser le niveau des pensions et des retraites. Et quand on connaît le niveau de certaines retraites en moyenne, et pour certains en particulier, ça n'était pas non plus optimal. Donc, à partir de ce moment-là, la seule façon de faire, le seul paramètre sur lequel on pouvait agir, c'était la durée de cotisation et la durée de vie au travail. Mais alors, à la durée de cotisation, avec un âge couperet ou pas ? De ce point de vue-là, il y avait plusieurs façons de faire. Il y a eu certaines réformes qui ont effectivement augmenté l'âge légal de la retraite. Il y en a eu d'autres, comme la dernière réforme faite avant celle-ci, la réforme Touraine, qui était plus gradualiste et qui augmentait la durée de cotisation. Il y avait un projet dans le précédent quinquennat qui était un projet de réforme structurelle qui déconnectait la durée de vie au travail, la durée de cotisation et l'âge légal, avec ce fameux débat sur l'âge pivot. Ça, j'allais dire, c'est le sort ou le ressort du politique, de l'exécutif, du législatif. C'est pas le mien. Mais d'un point de vue financier, oui, il fallait une réforme et sans doute la durée de vie au travail et la durée de cotisation étaient les meilleurs paramètres sur lesquels on pouvait agir. On va en reparler. Une question. Est-ce que vous considérez que la présidente de l'Assemblée, vous avez peut-être mieux que c'est la politique, je vous pose la question, a eu raison de recourir à l'article 40 parce que c'est aussi une question budgétaire et financière pour empêcher le débat sur la proposition du groupe Lyotte. Je suis désolé, vous allez me trouver décevant, mais je ne veux pas me mettre dans le débat politique. Et elle a
appliquer la Constitution. Il y a eu un débat là-dessus. Elle a estimé que c'était son devoir. Elle sait ce qu'elle fait, j'imagine. Si vous avez été président de l'Assemblée, vous aurez fait pareil. Je ne suis plus député, je n'ai jamais été président de l'Assemblée. L'initiateur de cette proposition de loi est Charles Amédée de Courson. Je ne sais pas si vous l'avez croisé à la Cour des comptes, des comptes au début de votre carrière. Donc il a été pendant 10 ans magistrat à la Cour des comptes de 1983 à 1993. Avant. Quand je suis arrivé moi en 84, il était magistrat à la Cour des comptes. Je crois 79, mais bon. Peu importe. Enfin 83-93, c'est la date qu'il donne, lui. Hein. Et jusqu'à présent, il défendait la rigueur budgétaire. La rigueur budgétaire est-elle compatible avec l'abrogation de la réforme des retraites et le départ à la retraite à 62 ans? Je connais Charles Amédée Buisson de Courson, qui fut en effet un de nos magistrats. Oui, j'ai oublié, de Buisson de Courson. Un de nos magistrats les plus éminents. Pendant 10 ans. Avec un amour tout particulier pour la rigueur des finances publiques, en effet. Et donc, c'est compatible avec ce qu'il propose aujourd'hui? Je n'ai pas à commenter. Oui, mais écoutez, je vous pose des questions. Bien sûr. Vous répondez ce que vous voulez. Charles Amédée de Buisson de Courson, pour ses 10 ans de présence à la Cour des comptes, perçoit depuis 2014, c'est lui qui dit, une retraite de 3 000 € bruts en plus de ses indemnités de député. Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer? En clair, est-ce qu'on peut donner à la fois des leçons de morale, dénoncer les régimes spéciaux et bénéficier d'une sorte de régime spécial? C'est, je crois, parfaitement légal. Bien d'autres le font. Non, mais 10 ans, 3 000 € de retraite, ça étonne un peu. Hein. Il a fait plus que ça. Hein, non, il a fait 10 ans. Non, je vous assure qu'il est député depuis 93. Mais peu importe. Ouais. C'est tout à fait légal. Et vous savez, ça soulève une réflexion plus vaste, qui est celle de la rémunération de nos parlementaires. Et quitte à choquer, mais je vais assumer. 486 au net. Brut. Je pense que nous sommes un des pays qui rémunérons le moins nos parlementaires, qui les contrôlons le plus. Et ça fait suite aussi à des affaires qu'on a connues, et il faut le faire, en effet, contrôler la République de façon extrêmement proche, oui, avec un ministre délégué qui avait un autre nom. Mais je pense que si on veut garder une attractivité de la politique, pour des hommes et des femmes qui ont un niveau élevé, il faut savoir, en effet, les payer, je dirais, convenablement. Et la même réflexion vaut pour nos ministres. D'ailleurs, je note qu'un homme... Vous savez que c'est quand François Hollande est arrivé au gouvernement, il est arrivé à l'Élysée, il a fait baisser le salaire des ministres. Je note qu'un homme comme René Dosière, qui n'est pas connu pour être laxiste en la matière, estime en effet qu'il faut payer justement les ministres et les parlementaires. Et de ce point de vue-là, moi, je n'aimerais pas que nous assistions à une vie politique où il n'y aurait que des très jeunes qui font en quelque sorte un investissement, des gens déjà âgés qui ont fortune faite, et ça arrive. Le nombre de ministres qui payent l'ISF n'est, je crois, pas totalement, l'IFI maintenant, pas totalement insignifiant, ou bien des gens qui finalement n'ont que ça dans la vie, qui deviennent des professionnels de la politique. Je pense qu'il faut être capable de rémunérer convenablement. Et pour le reste, s'agissant de Charles de Courson, là, je pense qu'on lui fait un mauvais procès. Non, c'est une question. C'est quelque part un privilège, c'est un régime spécial. 10 ans à la Cour des comptes, 3 000 € de retraite, ça peut choquer les gens quand même. Il n'a pas pris sa retraite à ce moment-là. Il a pris sa retraite en 2014. Bah oui, donc voilà. Oui, mais il n'était pas magistrat à ce moment-là. C'est ainsi. Et il a peut-être cotisé. Donc, regardez de près. Il a sans doute cotisé. Oui, il a sans doute cotisé. Mais justement, c'est donc je trouve, que si c'est un... Il y a bien des choses à dire sur ce que fait Charles de Courson. On peut en effet noter certaines contradictions entre ses convictions du passé, son attachement au sérieux de finances publiques et ses positions d'aujourd'hui. Disons qu'il peut y avoir là-dessus quelques interrogations qui ne seraient pas absurdes. Mais faire des attaques personnelles sur des sujets comme ça... Je ne vous le reproche pas, mais je lis quand même de temps en temps le journal, je trouve que ce n'est pas très décent. D'accord, pas décent. On poursuit. Pas très... Dans ce pays, il faut quand même relever le niveau du débat politique et ne pas procéder toujours par des insinuations, des rumeurs, des attaques personnelles. Débattons du fond. Il y a de quoi. Débattons des postures. Il y a de quoi. Débattons des positions. Il y a de quoi. Mais... Voilà, arrêtons cette démagogie antipolitique qui finalement nous amène vers des choses que nous n'avons peut-être pas envie de voir. On poursuit sur la réforme des retraites. Les groupes de la NUPES, dont le PS, ont donc fait jeudi un serment de ne pas lâcher le combat contre la retraite à 64 ans et de continuer leur objectif commun du droit à la retraite à 60 ans. Est-ce que c'est... Et là, c'était au premier président de la Cour des comptes que je pose la question. Est-ce que c'est un objectif crédible et sérieux, la retraite à 60 ans ?
Écoutez, la retraite, l'âge de la retraite, le départ en retraite effectif des Français aujourd'hui est déjà à 63 ans. L'âge légal est à 62 ans. Revenir à 60 ans, compte tenu des paramètres financiers, ne me paraît pas quelque chose de très réaliste, ou alors il faudrait assumer un coût absolument considérable. Vous avez calculé ce que ça pourrait coûter ? Non, c'est considérable pour nos finances publiques dans une situation où, par ailleurs, nous avons un vieillissement de la population, le nombre de retraités ne cessera de s'accroître pendant encore quelques décennies, et où nous avons, de surcroît, un niveau de dette et de déficit qui est déjà très élevé, et à mon sens, beaucoup trop élevé. Donc c'est impossible. Ça n'est pas raisonnable. Ouais. Par ailleurs, vous savez, j'ai quelques souvenirs. Il se trouve, j'ai été auparavant socialiste, c'est pas un mystère. Ah, vous n'êtes plus socialiste. J'ai été député socialiste, j'ai été ministre socialiste. Commissaire européen socialiste. Commissaire européen socialiste, parce qu'un commissaire européen, en effet, n'est pas juste un fonctionnaire, c'est un homme engagé politique. Premier président de la Cour des comptes socialiste. Premier président impartial. Et plus membre du Parti socialiste, et totalement impartial, parce que le jour où vous arrivez là, si vous n'êtes pas impartial, vous ne faites pas votre travail comme Et donc, je n'ai pas complètement oublié ce que c'était. Et je crois me souvenir que les socialistes, quand ils étaient au gouvernement, et j'étais aussi au gouvernement, ont fait par exemple une réforme qui se fondait déjà sur les 62 ans. La réforme Touraine. La réforme Touraine, en allongeant la durée. Et je pense qu'on ne peut pas construire l'avenir en rognant son action passée. Ça veut dire qu'on peut pas être un parti de gouvernement et proposer la réforme à 60 ans, voire même un retour à 62 ans. Disons que ça me paraît pas optimal, en effet. C'est pas la meilleure façon de faire. C'est-à-dire que le PS est dans le déni ? Pardon ? Le PS est dans le déni ? Je n'ai pas du tout à me prononcer là-dessus. Je note sur ce seul point, en effet, qu'il ne faut pas se renier. Ça, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Se renier, une politique tournée vers l'avenir ne peut pas faire l'impasse sur le passé, sur l'histoire. Si un parti politique, ou d'ailleurs un être humain, se coupe de ses racines, alors il ne peut pas se prétendre à se projeter vers le ciel. Et de ce point de vue-là, quand même, oui, je pense qu'en politique, comme d'ailleurs dans l'action publique, l'expérience que j'en ai, c'est quelque chose de très important. C'est la cohérence. Et la cohérence, c'est celle d'une vie, c'est celle d'un parcours, c'est celle d'une pensée. Et ça suppose un travail intellectuel. Et le travail intellectuel, encore une fois, ce n'est pas du reniement. Et éventuellement, d'une histoire aussi, d'une histoire commune. Je l'ai dit. Les racines, c'est l'histoire. Les racines, c'est l'histoire. La NUPES et le RN annoncent qu'ils abrogeront la réforme des retraites en cas d'alternance en 2027. Est-ce que... No comment. Non, mais est-ce que vous y croyez ? Vous parlez tout à l'heure, quelles conséquences pour l'économie ? Pardonnez-moi. Mais c'est pas une question politique. Mais ce ne sont que des questions politiques que vous me posez, auxquelles je ne peux pas, je ne veux pas, je ne dois pas répondre. Ce qui arrivera en 2027, ce sera le choix des Français. Alors, ensuite, l'actualité, ça remonte à une semaine. L'agence de notation S&P a maintenu la note de la France. Pourtant, dans leurs conclusions, les analystes des 3 agences de notation insistent sur les points faibles de l'économie française, c'est-à-dire une dette, vous en avez parlé tout à l'heure, à l'instant, qui atteint 112%, des dépenses qui battent tous les records européens, qui atteindront 58,5% du PIB à la fin de l'année, sans parler d'un déficit chronique, d'une inflation qui, comme chez nos partenaires, atteint des sommets, ou un climat des affaires qui s'aggrave. Dans 6 mois, les agences de notation donneront un nouveau verdict sur l'état de la France. Est-ce qu'il faut craindre le pire ? Alors, première chose, vous savez, le général de Gaulle avait une très bonne formule, que je n'ai pas oublié, il disait « la politique de la France ne se fait pas à la corbeille ». Et aujourd'hui, la politique de la France ne se fait pas non plus par les agences de notation. C'est un paramètre important, il est significatif, mais c'est un indicateur parmi d'autres. Il faut veiller en effet à notre note, parce que c'est une question, je vais dire, de rang. Et une dégradation aurait signifié une stigmatisation inutile et néfaste pour la France. Et j'ajoute... Et des milliards... et j'ajoute... j'ajoute imméritée. Donc, immérité. Oui, je pense qu'on peut faire confiance, on doit faire confiance à la France. C'est un pays solide, c'est un pays qui a une économie étendue, c'est un pays où les impôts rentrent très bien, c'est un pays où la dette est plutôt bien gérée, c'est un pays qui est lié à l'Allemagne, c'est un pays membre de la zone euro, donc faisons confiance à la France. De ce point de vue-là, je suis satisfait. Mais il faut éviter de verser du coup dans l'autosatisfaction et de penser que c'est un blanc-seing, que c'est les félicitations du jury. Ça n'est pas le cas. D'où ma question, la France, est-ce qu'elle est en sursis aujourd'hui ? Je pense que ce geste doit être pris comme ce qu'il est. C'est-à-dire un geste de confiance attentive. Confiance dans la France, mais soyons aussi attentifs aux paramètres fondamentaux. Et de ce point de vue-là, les fondamentaux ne sont pas tous excellents. Il y en a qui sont positifs, je les ai cités, situation économique, gestion de la dette, ça. Il y en a qui sont beaucoup moins positifs. Lesquels ? Et je pense à la situation avant tout de nos finances publiques. Et de ce point de vue-là, je le dis, c'est mon rôle de Premier président de la Cour des comptes. Nos finances publiques sont dégradées. Elles ne sont pas dans l'état où elles devraient être. Et il faut vraiment veiller à les rétablir. Quelques chiffres.
Nous sommes en effet avec à peu près 111,6% de dette publique dans le PIB. 3 000 milliards. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui dans le groupe de tête des pays les plus endettés de la zone euro, où vous trouvez la Grèce, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, le Portugal. Deuxième chose, avec les tendances qui se dessinent, nous serons en 2027, avec l'Italie et la Grèce, dans le tiercé de tête, parce que nous faisons beaucoup moins d'efforts que les autres pour réduire notre dette. Troisième indicateur, notre déficit à 4,7% en 2022 reste élevé. Il restera élevé en 2023, au même niveau, voire un petit peu plus. Et 2027, les perspectives données par le gouvernement, quatrième paramètre, en effet, notre niveau de dépenses publiques à 58,1% aujourd'hui est le plus élevé de la zone euro de très loin. Nous sommes 8 points au-dessus de la moyenne de la zone euro. Et enfin, notre taux de prélèvement obligatoire à 44% est un des plus élevés. Ça veut dire que nos finances publiques sont à la fois extrêmement dispendieuses, avec un niveau d'impôt très élevé encore, et avec, pour autant, une performance en termes de déficit des dettes qui n'est pas satisfaisante. Nous ne pouvons pas nous en contenter. Donc, je crois que le message qu'il faut entendre, il est conforté par Standard & Poor's, mais on peut le faire indépendamment des agences de notation, c'est qu'il faut maintenant que nous nous désendettions de façon intelligente. C'est une question de crédibilité, c'est une question de souveraineté. Et voyez-vous, pour moi, c'est avant tout une question fondamentale des marges de manœuvre dont nous voulons nous doter. Nous sommes dans une situation de transition multiple, numérique, écologique et aussi géopolitique. Et pour ça, nous avons besoin de faire des investissements considérables. Oui, la Cour des comptes, le nucléaire, par exemple. La Cour des comptes n'est pas radin. La Cour des comptes n'est pas un chantre de l'austérité. La Cour des comptes ne traque pas les dépenses publiques. Il faut investir dans la transition écologique. Il faut investir dans la transition numérique. Il faut investir dans la santé. Il faut investir dans l'éducation. Il faut investir dans la défense. Il faut investir dans l'innovation et la recherche. Et ça représente une montagne d'investissements. Si vous avez en face de ça un mur de dette, vous ne pouvez pas, par définition, financer vos investissements. Si nous voulons financer l'investissement et si nous voulons préparer l'avenir des générations futures, désendettons-nous. Alors, comment on fait pour se désendetter d'ici à 2027 ? Pour se désendetter. Parce qu'il y a urgence. Il y a urgence à enclencher un mouvement, oui. Il y a urgence à ce que ça devienne, enfin, une priorité politique. Et je le souhaite. Est-ce que vous le sentez que ça devient une priorité politique ? Il y aura le 19 juin, à Bercy, des assises des finances publiques, invitées par le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, auquel je participerai, qui devrait donner l'occasion de premières décisions en matière d'économie. Et vous en attendez quoi ? Le premier président de la Cour des comptes, qu'est-ce que vous souhaitez ? Et qui devrait ensuite lancer un exercice très important et subtil qu'on appelle la revue des dépenses publiques. Et je veux m'y attarder une seconde parce que c'est ça qui est fondamental pour moi. Ce qu'il faut faire, c'est regarder la qualité de notre dépense publique. Les chiffres sont les chiffres. 58% de dépenses publiques, c'est énorme, mais en soi, ça ne dit rien. Pourquoi pas dépenser 58% de dépenses publiques si les Français sont très satisfaits de leurs services publics ? Le sont-ils ? Est-ce qu'ils pensent que leur éducation est au top ? Observons les classements PISA, nous ne cessons de reculer. Est-ce qu'ils pensent que leur système de santé publique est idéal ? Non. Est-ce qu'ils pensent que le financement du logement est parfait ? Etc., etc. Donc ce qu'il faut faire, c'est soulever le capot des politiques publiques, soulever le capot de la dépense publique, regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quand ça marche, ou même quand il y a besoin de remettre de l'huile, mettons plus d'argent, investissons davantage. Quand ça ne marche pas, il faut économiser et réformer. Il y a encore beaucoup de réformes à faire dans ce pays. Et arrêter de dépenser dans ces domaines. Bien sûr, économiser. Et tout ça, ça doit conduire en effet à la fin, mais ce ne sera qu'un résultat, à une maîtrise de la dépense publique. Et alors, nous en avons impérativement besoin. Qu'est-ce que vous attendez justement de ce rendez-vous du 19 juin ? J'attends de premières annonces. Dans quel domaine précisément ? Je ne confonds pas les rôles. Je ne crois pas au jugement, ou plutôt au gouvernement des juges. Je ne crois pas au gouvernement des experts. Il y a des pouvoirs publics légitimes. Il y a un exécutif, il y a un président de la République, il y a un gouvernement, il y a un législatif. C'est au gouvernement de faire ses attentes. Des annonces dans quel domaine ? Je souhaite, et j'attends, et je pense que je ne suis pas le seul à le faire, qu'il y ait des annonces qui montrent très clairement des signaux de maîtrise de la dépense publique et d'économie. Et de l'autre côté, je souhaite aussi, j'espère, qu'il y aura une nouvelle démarche de revue des dépenses publiques qui sera lancée. Et ce serait... Dites pour nos auditeurs ce que ça signifie, ce que ça implique pour eux, par exemple, pour les Français. Ça implique qu'on soit capable d'avoir une politique éducative, une politique du logement, une politique de santé
qui soit à la fois moins coûteuse et plus efficace, et j'ajoute plus juste. Et je cite 3 exemples, il y en a beaucoup Et d'autres. ça fait des années, y compris quand vous étiez ministre des Finances, de l'économie et des finances, qu'on disait ça. Hein. Mais on ne l'a jamais fait. Ouais. Je suis obligé de constater que ce n'est pas D'accord. notre culture. Ouais. Il y a eu des exercices, ils appelaient RGPP sous Nicolas Sarkozy, il y a eu la MAP sous François Hollande, il y a eu un exercice de revue pour 2022. Ils étaient tous extrêmement étroits et ils n'associaient pas les parties prenantes. Et vous savez, moi je crois très profondément au débat, je crois au dialogue, je crois à la co-construction. Notamment au dialogue social. Hein. Absolument. Ah, parce qu'il faut que les partenaires sociaux soient d'accord avec Je ça. pense que quand on réforme, il faut mieux associer les parties prenantes. On ne parvient pas toujours au consensus, mais on peut parvenir à faire des choses intelligentes dans tous ces domaines et dans beaucoup d'autres. Et la Cour des comptes va y contribuer, puisque le 1er juillet, enfin plutôt dans la première quinzaine de juillet, je présenterai une série de notes thématiques. Il y en aura 9. Je vais prendre un autre exemple, ce qu'on appelle les dépenses fiscales. Par exemple, les dépenses fiscales brunes, celles qui contribuent à financer les énergies fossiles. Passons-les en revue. Les dépenses fiscales, c'est 90 milliards d'euros. Les dépenses fiscales sociales, c'est 80 milliards d'euros. Alors, je ne dis pas qu'on peut gagner 80 milliards d'euros. On peut gagner combien? Je ne sais pas. Sur les dépenses fiscales brunes, parce que c'est la question qui se pose aujourd'hui par rapport à l'environnement, au débat autour du... Le chiffre est à peu près connu, c'est de l'ordre de 8 milliards d'euros. Donc, pratiquement 10%. Quoi, c'est compliqué de toutes les supprimer, mais on peut faire des efforts. Donc ça fait aussi partie des ressources nouvelles qu'on peut engendrer. Bref, et puis ça se fait pas du jour au lendemain. J'ai pas la solution comme ça. Je vais pas vous donner 3 chiffres parce que ce serait stupide. C'est pas du tout ce que je propose. Je propose une autre méthode. Je propose une méthode où on va vraiment regarder ce qui marche et ce qui marche pas, et où après on prend des décisions. Et je pense que si on fait ça, ça aboutit à des réformes qui sont des réformes intelligentes. Elles sont intelligentes parce qu'elles permettent, oui, des économies, mais en même temps, elles permettent un meilleur fonctionnement des politiques publiques. Nous en avons besoin. Nous dépensons en réalité trop par rapport à la satisfaction du public. Je souhaite que les Français en aient pour leur argent, que dans le service public, il y ait service, et qu'on se dise, oui, je suis content, je dépense beaucoup pour l'éducation, ça ne me gêne pas, mais faisons-le avec un système qui marche mieux. Est-ce que vous considérez que l'Allemagne sera toujours plus forte que nous sur le long terme? Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Keynes disait, dans le long terme, on sera tous morts. Disons mais qui nous succéderont. Hein. Aujourd'hui, constatons que l'Allemagne a tout de même un PIB par tête qui est... je crois que c'est 12 points de plus que... Substantiellement en avance. Oui, c'est le chiffre que j'ai aussi en tête. En avance par rapport à nous. France, hein. Que tant qu'on compare les soldes extérieurs, ils doivent avoir 250 milliards d'euros d'excédent quand nous avons 150 milliards d'euros de déficit, et nous n'avons jamais été dans une situation aussi préoccupante qu'aujourd'hui. Ça veut dire donc qu'ils ont aussi des spécialisations industrielles et des capacités à pénétrer les marchés extérieurs qui sont plus fortes. Donc nous avons un retard, mais c'est pas irrattrapable. Je me souviens quand j'étais ministre des Affaires européennes au début des années 2000. Ça fait quelques années. Hein. À l'époque, la France et l'Allemagne, par exemple, en termes de finances publiques, avaient exactement le même niveau de dette, 58%. Nous avons pris 55 points, ils ont pris 10 points. Voilà. Est-ce que les 35 heures n'ont pas joué un rôle là-dessus? Est-ce qu'on travaille pas suffisamment en France? Alors, quand on compare le temps travaillé, je pense qu'il n'y a pas une grosse différence, mais il y a aussi le coût du travail. Il s'est beaucoup réduit. Je veux pas. C'est pas inutile de faire ce travail-là, mais c'est un peu de la spéléologie quand même. En tout cas, l'écart s'est creusé. Et donc, nous devons tout faire pour être les plus compétitifs, les plus attractifs. J'ai toujours été partisan d'une politique de l'offre. Et je pense qu'en effet, il est fondamental que notre appareil productif soit à la hauteur. Et il est fondamental, en effet, d'avoir une politique de réindustrialisation. J'ai été pendant 20 ans élu d'une zone industrielle. Donc ce qui a été décidé récemment, ça va dans le bon sens? Je constate en tout cas que nous avons arrêté depuis 2017, la Cour des comptes a fait un très bon rapport là-dessus, une note là-dessus, l'hémorragie en matière industrielle, et que nous recommençons à implanter des emplois industriels, pas encore en très grand nombre, mais que nous remontons la pente, et oui, je m'en réjouis. Pour autant, ne faisons pas non plus des cocoricots qui seront un peu déplacés. Nous ne sommes pas les champions du monde. Nous ne sommes pas les champions d'Europe. Notre industrie ne représente qu'un peu plus de 10% de notre PIB. C'est 2 fois moins que l'Allemagne. Donc la pente à remonter est quand même très importante. La pente est rude. Comme disait l'autre. Mais voilà, ne soyons pas, encore une fois, dans l'autosatisfaction, mais quand il y a des choses qui marchent, soulignons-le. Et oui, développer notre appareil productif, réindustrialiser, mener une politique de l'offre intelligente, ça fait partie des bonnes choses, à condition de le faire dans des conditions qui soient financièrement équilibrées.
Alors justement, conditions financièrement équilibrées, dans un rapport rendu public le 22 mai sur le financement de la transition écologique, Jean Pisani-Ferry préconise un impôt exceptionnel sur le patrimoine financier des plus aisés pour la transition climatique face aux besoins qu'il chiffre à 66 milliards d'euros. En clair, est-ce qu'il faut taxer, comme il le propose, les riches pour financer la transition écologique ou est-ce que c'est une piste à exclure d'emblée ? Donnez-moi deux minutes en méthode. Bien sûr, vous les Première avez. chose, ce rapport est un rapport remarquable. Tout le monde dit ça. Hein. C'est un immense travail. Et alors, après, on dit mais. Non, mais moi je ne veux pas dire mais. C'est un immense travail et qui a le mérite de montrer le chemin qu'il faut remonter, là aussi, pour arriver à financer ce grand défi que représente la transition écologique. Et les chiffres qu'il donne, quelques 70 milliards d'euros par an, sont, je crois, d'ordre réaliste. On peut affiner encore, mais il y en a 30 milliards à peu près qui sont pour le privé, 30 milliards pour 30-35 qui sont pour le public. La question, c'est comment on finance. Et de ce point de vue-là, je ne vais pas dire que je suis d'accord avec la proposition fiscale, c'est pas mon rôle. Mais je trouve qu'on évacue le débat trop vite. Il ne faut pas enterrer ce rapport. Il ne faut pas évacuer le débat. Et pas enterrer les propositions ? Aller au bout ? Elles sont sur la table. Vous savez, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Je parlais tout à l'heure des dépenses fiscales brunes. Oui, elles peuvent trouver quelques milliards de recettes. On précise les choses, remettre en cause éventuellement les investissements qui favorisent les énergies fossiles. C'est ça que vous voulez dire. Hein. Oui, c'est ce qu'on appelle les dépenses fiscales brunes. Non, mais c'est pour nos éditeurs, ils savent pas c'est ce que ça veut dire. C'est toutes les dépenses ou les exonérations fiscales, qui représentent des dépenses en réalité, qui permettent d'encourager les énergies fossiles. Donc qui là, sont 8-9 milliards. Voilà, qui sont voués à être des énergies du passé. Ça prendra le temps, il faut aussi des transitions. Parce qu'il y a une partie de l'industrie qui dépend de ça. J'ai été l'élu d'une région automobile, faisons-le quand même en respectant les équilibres sociaux et les transitions économiques et industrielles. Bon, donc ça veut dire quand même qu'il ne faut pas en attendre monts et merveilles. Quelques milliards, puis un petit peu plus, mais ce n'est pas la totalité. Sur quoi, 5, 10 ans ? De toute façon, tout cet effort à faire sur au moins 15 ans. Au moins 15 ans, 3 quinquennats. Hein. Bon, alors après, deuxième chose, il y a en effet, Jean Pisani-Ferry préconise une dette qui soit une dette verte. Pourquoi pas ? Mais je dis que si on fait une dette verte, il faut se désendetter davantage sur le reste. Il faut bien rembourser tout ça. Parce que la dette, c'est un agrégat. On ne peut pas ajouter une dette à la dette. On n'ajoute pas la dette à la dette. Et puis enfin, il propose la fiscalité. Je pense qu'il faut avoir un débat sur cette question. Il ne faut pas l'évacuer d'un revers de main. Comment poser ce débat ? À partir du rapport, justement, ou à partir de certains constats partagés. C'est toujours la méthode que je suggère. Et peut-être, à la fin, on retend un bouquet d'options. Un peu de ceci, un peu de cela. Donc, ma réponse, j'ai été un petit peu... Non, c'est très intéressant. C'est que, sur un sujet comme celui-là, ça mérite un grand débat politique et citoyen dans le pays, sans tabou. Je n'approuve pas cette proposition comme telle, je ne la désapprouve pas comme telle, je suggère que nous, là aussi, soulevions le capot et que nous travaillions ensemble à trouver les bonnes solutions. Donc il faut peut-être taxer les riches. En tout cas, je pense que ce n'est pas quelque chose qui doit être exclu. Vous savez, il y a d'autres rapports qui sont parus sur la fiscalité du patrimoine, mais si on le fait, il faut le faire de manière intelligente. D'ailleurs, ce que propose Jean Pisani-Ferry, c'est quelque chose qui est transitoire, on peut peut-être trouver d'autres ressources. Je n'en sais rien. Je ne suis pas en train de préconiser une imposition sur les riches. Je dis, ayant ce débat complètement et sans tabou, pourquoi ? Parce qu'en effet, cette transition écologique, il faut la faire. Si nous ne la faisons pas, nous vivrons dans une planète, dans un état détérioré. C'est déjà le cas aujourd'hui, et de plus en plus détérioré. C'est une révolution industrielle. Hein. Oui, par ailleurs, c'est une révolution industrielle, mais il a raison de soulever le fait que ça a des coûts en termes de croissance à court terme. Donc il faut des dépenses. Ça a des coûts et ça génère des inégalités. Créer de la croissance. Absolument. Aussi, hein. Et si on veut créer de la croissance, il faut des... Mais il n'y a pas de dépenses publiques sans recettes publiques. Et quand vous dites, OK, on ne fait rien du tout, si on n'a aucune recette, on n'a aucune dépense. Et si on n'a aucune dépense, on ne fera pas ce qui est nécessaire. Et ça recoupe ce que je vous disais tout à l'heure. Montagne d'investissement, mur de dette. Désendettons-nous pour financer les investissements nécessaires. Et après tout, pour moi, quand même, la base de tout, avant la fiscalité, c'est le désendettement. Désendettement, recettes et dépenses, la baisse des impôts de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes promise par Emmanuel Macron d'ici la fin du quinquennat. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Comment il faut l'envisager dans ce contexte dont vous venez de parler ? Est-ce que c'est possible ou pas ? J'ai encore une fois une réflexion dans mon rôle, celui de Premier Président de la Cour des comptes, qui est de veiller à l'équilibre des finances publiques. Ouais. Ce n'est pas à moi de dire s'il faut baisser tel impôt ou augmenter tel autre. Même si je parlais auparavant des faits économiques qui sont indispensables et d'investissements qui sont indispensables. Si on baisse des impôts, 2 milliards pour les classes moyennes,
il y a une dizaine d'années maintenant, j'étais ministre des Finances, à peu près, j'avais parlé du ras-le-bol fiscal. Je suis pas un grand fan de la fiscalité des classes moyennes. Ça n'avait pas plu à l'époque, aux camarades. Je pense qu'à ce moment-là, il était clair que j'allais vers la sortie. Et d'ailleurs, vous avez dit ça pour ça? Non, j'avais dit ça pour d'autres raisons. J'avais dit ça parce qu'on s'apprêtait à donner un coup de massue fiscale et j'étais contre. Je ne pensais pas qu'il fallait augmenter la TVA, la CSG à ce moment-là. On l'avait déjà fait l'année précédente. On était un petit peu forcé. La deuxième année, on n'est pas forcé. Une fois, ça va. 2 fois, bonjour les dégâts. Et donc, mais ça, c'est encore une fois un épisode historique. J'écrirai un jour là-dessus, mais c'est pas le sujet du jour. Donc, je suis pas un grand fan. Je pense que on atteint des niveaux de consentement à l'impôt qui ont leurs limites, et donc pourquoi pas baisser les impôts. Pourtant, vous dites qu'il faut se poser la question de taxer les riches, quand même. Alors, mais non, je me pose la question de savoir quelle recette fiscale. Je ne parle pas de taxer les riches. Quelle recette fiscale on peut trouver pour financer la transition écologique. Et je dis que si on fait un tabou là-dessus, il faut qu'on réfléchisse à comment on fait cet investissement. Il est indispensable, il est inévitable. Donc baisse d'impôt de 2 milliards. Vous me distrayez. Donc je dis que si on fait une baisse d'impôt de 2 milliards pour les couches moyennes ou pour autre chose, alors financièrement, il y a quand même une condition. C'est que ce soit équilibré. C'est-à-dire que toute baisse d'impôt dans la situation de déficit qui est la nôtre doit être compensée soit par l'augmentation d'autres impôts, soit par la baisse des recettes. Il faut que ça s'inscrive dans ce qu'on appelle la trajectoire des finances publiques. Autrement dit, nous n'avons plus aujourd'hui les moyens de baisse d'impôts sèches. Il faut les prendre ailleurs, les 2 milliards. Il faut trouver, si on décide de faire 2 milliards de baisse d'impôts, et je n'ai rien contre, et je ne vais pas être pour non plus, mais je conçois tout à fait qu'on le fasse, il faut les financer. Pas de baisse d'impôts non financée. Voilà mon message. La contestation autour de la réforme des retraites a démontré que le pays était à cran. Après la réforme des retraites, est-ce qu'on peut encore réformer? De quelle manière? Et comment peut-on réformer, doit-on réformer pour sortir du cycle infernal dont vous avez parlé, déficit-dette? J'ai essayé de tracer un chemin, là. C'est celui que je vous parlez du rendez-vous du 19 juin aussi. Je pense que... vous savez, je suis, moi, à la tête d'une institution républicaine qui est dans notre Constitution, qui a été créée en 1807 par Napoléon. Et vous savez quelle est la définition que je donne du rôle de la Cour des comptes? C'est la maison des citoyens. Nous sommes là pour contribuer au débat démocratique. Nous sommes là pour informer les citoyens sur la réalité des finances publiques et sur leur argent. Eh bien, je crois, mais vraiment très profondément, après tout, j'ai passé un certain âge, j'ai un peu d'expérience, j'ai appris une chose, c'est le jugement. Si je devais retenir une chose de mon parcours politique et de haut fonctionnaire, c'est que le débat, c'est fondamental. Et on peut réformer. Mais pour réformer, il faut d'abord avoir des diagnostics, il faut les partager, il faut en débattre et décider. Et c'est la méthode que je crois qu'il faut suivre. Je parlais des revues de dépenses publiques, je suis persuadé qu'on peut réformer notre éducation, réformer notre système de santé, réformer notre politique de logement, réformer la gestion des collectivités locales. On peut le faire. Mais pour ça, il faut en quelque sorte d'abord poser les diagnostics et puis débattre. Notre pays, vous parliez du fait qu'il était à cran, il a un besoin fondamental de débat. Je crois que nous avons besoin, nous les Français, quelles que soient nos sensibilités, elles sont très diverses, de nous reparler et de le faire de manière un petit peu sereine. C'est l'une des conséquences, d'une des leçons qu'on doit tirer de la contestation autour de la réforme des retraites? Bien au-delà de ça. Vous savez, nous vivons des années qui sont extrêmement heurtées. Nous avons une montée de l'extrême droite dans le pays qui se produit depuis maintenant 20 ans. Depuis 2002, par 3 fois, l'extrême droite a été au 2e tour de l'élection présidentielle. Nous avons eu des mouvements sociaux extrêmement violents. Je pense aux Gilets jaunes. Nous avons une tension constante dans la société, une violence dans la société. Et donc, je pense que vous allez peut-être me trouver un peu bisounours, mais se reparler des vrais sujets. On en a besoin, bien au-delà de ce débat sur les retraites. Mais justement, on assiste à une recrudescence des discours de haine, de l'omniprésence de la violence dans la rue, même au sein du débat politique, à une remise en cause parfois des décisions démocratiques, y compris à une délégitimation de l'élection du président de la République ou des députés. D'ailleurs, vous l'avez vécu en 2012 avec François Hollande. Est-ce que tout ça est compatible avec la démocratie, voire avec les valeurs de la République? Vous le constatez, ça prouve que, vous savez, on a beaucoup glosé ces derniers temps pour savoir s'il y avait une crise démocratique en France ou pas. Crise de la démocratie, a dit Laurent Berger. Je ne sais pas si... Vous savez, quand il y a un président de la République qui doit être respecté dans la fonction, il y a un gouvernement qui doit être respecté dans la fonction, il y a un Parlement qui doit être respecté dans sa fonction. Et tout ça aboutit à des décisions, sur des décisions qui peuvent être contestées.
Et avoir des manifestations dans un pays, c'est pas anormal. Avoir des mouvements sociaux, c'est pas anormal. Et la violence, c'est autre chose. Hein. La violence, c'est autre chose. Et contester la légitimité de la décision une fois qu'elle est prise. Vous savez, Laurent Berger, vous le citiez, il a dit on va vers la fin du match. Ouais. Le match a été joué. À la fin, on constate les résultats. Il y a des légitimités. Ça a laissé des traces ? Sans doute. Mais voilà, c'est un autre sujet, c'est pas le mien. Dans mon raisonnement, ce que je voulais dire, c'est qu'il est très important d'abord de réfléchir à notre équilibre institutionnel et puis de respecter nos institutions. Et je pense en effet que notre démocratie ne donne pas satisfaction à nos concitoyens telle qu'elle est. Ça veut dire aussi qu'il y a besoin là-dessus d'une réflexion partagée, mais sans remettre en cause la légitimité des institutions. Au contraire, pour la conforter et peut-être pour faire en sorte qu'elle marche mieux et qu'elle marche mieux ensemble. C'est-à-dire réformer les institutions, réformer la Constitution ? Et de quelle manière ? C'est un autre débat sur lequel je ne veux pas m'engager maintenant, et qui n'est d'ailleurs pas tout à fait de ma compétence, non, mais je pense que si vous voulez, dans une situation de crise comme celle que nous connaissons, les institutions, j'en ai fait beaucoup, j'ai été parlementaire, j'ai été membre de plusieurs exécutifs locaux, nationaux, même de l'exécutif européen, les institutions, c'est fondamental. Ne laissons pas abîmer, délégitimer nos institutions, mais soyons capables aussi de voir en quoi elles peuvent ne pas donner satisfaction aux citoyens. Délégitimer les institutions, c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée pendant le débat sur la... Non, mais une autre question. Je ne sais pas si vous allez répondre, mais je vous pose la question. Un certain nombre de commentateurs et de politiques ont considéré que LFI avait sa part de responsabilité dans la montée de la violence. No comment. No comment, mais... c'est une question qui se pose ? Non, ne mélangeons pas tout. Bon, alors, mais vous savez, avez dit mais, ça veut dire quoi mais, je dis mais parce que, vous savez, ça participe aussi... Bien sûr, il y a des responsabilités de tout le monde, mais LFI est un parti politique, qui a des députés à l'Assemblée nationale, des gens qui participent aussi au débat public. C'est pas eux qui cassent. C'est qui alors ? Vous parliez des Black Blocs, de la violence. Je trouve comme ça que toujours, encore une fois, avoir ce débat où on fait des ping-pong, où on dénonce les uns et les autres, moi personnellement, je n'en suis plus là dans ma vie. Vous avez un ami, Jean-Christophe Cambadélis, vous êtes toujours ami avec lui ? Bon, en tout cas, il considère que la gauche doit mettre fin à ce qu'il appelle une mélanchonisation des esprits. No comment. Je ne fais plus de politique. Je dois répéter beaucoup, malheureusement, mais c'est comme ça. Disons ça, je ne méprise en rien ceux qui en font. Bien sûr. Quand vous parliez de Jean-Christophe Cambadélis, vous venez sur On est amis, on a été plus amis dans le passé qu'aujourd'hui. Nous ne sommes pas du tout ennemis, nous nous sommes reparlés, nous nous parlons. Mais il a un mérite, cet homme-là. C'est qu'il a passé 70 ans et il est toujours passionné par la politique. Et on a besoin d'avoir des gens qui sont passionnés par la politique. La politique, c'est pas une chose sale, c'est une chose belle. Penser la politique, agir dans la politique, prendre des positions politiques. Ça fait partie de la citoyenneté, hein. Ben oui, absolument. Et respectons-le. Simplement, après, voilà, moi je ne peux plus exprimer d'opinion. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas. Hein. Il y a 15 jours à votre place, il y avait Elisabeth Borne. Oui. Vous savez ce qu'elle a dit. Elle a parlé du Rassemblement national héritier de Pétain. Elle a eu raison ou pas ? Mais c'est pas de la politique, hein, c'est une question. Ça a quand même fait débat. Oui, j'ai même l'impression que ça a donné lieu à des débats assez vifs à tous les niveaux. Première chose, il ne faut pas du tout banaliser cette période qui fut celle de l'occupation. Comme Elisabeth Borne, je suis d'origine juive. Ma mère n'a pas, contrairement à son père, été déportée, mais elle a vécu cachée. Elle a été cachée au Lozère. En Lozère, hein. Absolument. Mon père a passé la guerre dans un camp de travail, c'était pas l'occupation française, mais voilà, ne banalisons pas tout ça. Et soyons conscients tout de même qu'à Vichy, il y avait une forme d'extrême droite et que cette prétendue révolution nationale était antidémocratique. Et qu'il y avait en France un État qui s'appelait l'État français qui avait suspendu les institutions démocratiques de la Troisième République d'alors. Et donc, le RN héritier de Pétain ou pas ? Eh bien, je pense qu'il faut poser les choses avec la conscience historique, mais en sachant aussi que les défis d'aujourd'hui sont de nature un petit peu différente. Vous voyez, je vais donner une expérience concrète. J'ai été, moi, député à Sochaux, à Audincourt, dans le Doubs, à côté de Montbéliard. Et mes électeurs avaient voté communiste dans l'après-guerre. Ils ont voté socialiste pendant très longtemps, tant que j'étais là, ça allait à peu près. Maintenant, c'est Rassemblement national ? Ma circonscription, mon ancienne circonscription, est Rassemblement national. Et j'ai commis l'erreur, par exemple, en 2002, de participer à des manifestations. On disait, vous savez, Front National, F comme fasciste, N comme nazi. Je voyais des jeunes qui étaient là. Mes électeurs m'ont d'ailleurs fait payer.
un ouvrier de ma circonscription, de mon ancienne circonscription, qui vote Rassemblement National, ce qui le motive, c'est pas le rapport à l'histoire, hein, c'est pas Pétain. Donc, il faut aussi traiter derrière ça... Mais c'est pas ce que disait Elisabeth Borne. Hein. Je sais. C'était un rappel historique. Non, je vous donne. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que c'est juste ou pas? Je vous dis que c'est une histoire fondamentale qu'il ne faut ça, jamais oublier, qu'il ne faut pas banaliser, qu'il ne faut pas nier, et qu'il faut analyser en profondeur, qu'il faut garder le souvenir et la mémoire, mais que ce n'est plus exactement le problème d'aujourd'hui, me semble-t-il. Même si de tels relents existent, il ne faut pas les laisser passer. Marine Le Pen et RN ont été mises en accusation par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères, notamment par rapport aux prêts russes dont a bénéficié le Front National en 2014. Un rapport qui affirme que le RN est une courroie de transmission pour la Russie en France. Je lis les rapports, mais je n'ai pas de commentaire à faire. Pas de commentaire à faire. Vous considérez... pas de commentaire à faire. Pas de commentaire. Mais parce que je ne suis pas suffisamment informé sur cette mais question. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Vous êtes même relativement bien informé. Est-ce que vous considérez... mais pas sur ce sujet. Non, mais je vous pose la question vraiment. Est-ce que vous considérez que la guerre d'Ukraine de Poutine a renforcé le parti de Poutine en France? Ce que je constate, c'est que, à ce stade en tout cas, il y aura peut-être un jour une lassitude ou une fatigue de l'opinion. Les Français sont très conscients que l'Ukraine a été attaquée par Poutine, que c'est une agression injustifiable, et que nous sommes aux côtés des Ukrainiens, que nous avons raison de les soutenir, que nous avons eu raison de prendre des décisions pour les armer, et qu'il ne doit y avoir aucune ambiguïté sur ce sujet-là. Voilà. Et je constate que les Français le comprennent. La guerre de Poutine. Cette guerre ne peut pas durer indéfiniment. Ouais. Il faut qu'elle cesse à un moment donné. Ouais. Le temps de la diplomatie viendra. Mais aujourd'hui, et l'opinion le sait, soyons complètement aux côtés des Ukrainiens. Et j'ajoute qu'en attaquant l'Ukraine, Poutine a attaqué l'Europe. Et vous avez été ministre des Affaires européennes, hein, et commissaire européen. Oui, absolument. Hein, et c'est quelque chose qui reste pour moi, évidemment. C'est une guerre quoi? Une guerre barbare? Je vous ai dit ce que j'avais à dire. En tout cas, c'est une guerre d'agression, avec des débordements insupportables. Le barrage qui a été attaqué, les massacres ici et là. Mais oui, ce sont des actes barbares, bien sûr. Retour en France. La guerre est rarement propre. Celle-là est particulièrement violente. Retour en France. Vous parlez de crise de la démocratie, crise démocratique. Emmanuel Macron, il est face à une impasse politique. Il dispose de 3 leviers. Remaniement, avec ou non, avec ou sans changement de Premier ministre, dissolution ou référendum. C'est quoi la bonne piste? Vous avez vécu ce genre de situation? Oui, je ne suis pas complètement sans idée là-dessus, mais le président de la République, si j'ai quelque chose à lui dire là-dessus, s'il me le demande, je lui dirai dans son bureau. Vous l'avez déjà dit? Je lui dirai dans son bureau s'il me le demande, mais nous parlons surtout d'autre chose. Vous parlez d'autre chose. Nous parlons des comptes. Mais ce que je veux dire, c'est par là, je parlais tout à l'heure des institutions. Le président de la République, vous avez raison, il a toute une palette de choix possibles. Eh bien, qu'il fasse son choix. C'est justement son rôle. Il s'interrogera sans doute. Elisabeth Borne, c'est une première ministre en sursis ou pas? Encore une fois, aucun commentaire, parce que je sais, parce que je la connais depuis longtemps, depuis l'époque du gouvernement Jospin, que c'est une femme travailleuse, courageuse, estimable, et qui, dans son travail, montre un dévouement, et qui est aussi sensible à un certain nombre de sujets sociaux. Comme elle l'a montré. Donc j'ai beaucoup d'estime pour elle. Après, dans la politique, ce que nous savons, vous savez, il y a une boutade qui disait ça, on est forcément beaucoup plus longtemps ancien ministre que ministre. Vous l'avez vécu? Je l'ai vécu, mais je le vis toujours. Je suis toujours ancien ministre, à vie. Mais j'ai déjà passé 7 ans au gouvernement, c'était pas mal. Mais j'en ai passé beaucoup plus en dehors du gouvernement. Donc voilà, nous sommes là quand on est ministre, et elle est première ministre, et en plus elle a cette mentalité pour servir. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui décide, vous êtes ministre, vous êtes premier ministre, et puis un jour, vous ne l'êtes plus. Voilà, il faut prendre ça avec philosophie. En même temps, il faut se battre pour ce à quoi on croit. Et durer, c'est ça avant tout. Un autre ancien ministre, ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, il a lancé officiellement son mouvement de la Convention ce week-end. C'est un homme d'avenir, cet ancien ministre, cet ancien Premier ministre? Vous le connaissez bien, hein? Ce que je sais, sans personnaliser trop, c'est que la gauche socialiste, la gauche du gouvernement, vous en avez parlé tout à l'heure, est aujourd'hui en recherche. En recherche de son identité, mais ça fait quelques de sa années, pensée, de ses solutions. Ça fait quelques années. Au moins 10 ans. Depuis très longtemps. L'élection présidentielle de 2017 a été en réalité la conséquence de quelque chose qui préexistait, et que pour ça, il faut être capable d'avoir
un travail de fond. Et Cazeneuve, avoir des hommes d'expérience qui s'y consacrent est forcément aussi estimable. vous y croyez à l'étoile de Cazeneuve ou pas? Je ne fais plus de politique. Ouais. Vous faites plus de politique, certains se posent la question. Est-ce que Pierre Moscovici songe pour lui à 2027? Alors, je reprends de manière extrêmement précise. Ouais. Je suis président de la Cour des comptes depuis juin 2020. Ça fait donc 3 ans. Et je prends un bonheur total dans cette responsabilité qui est passionnante. Et alors à la tête d'une grande institution de la République. Je m'y consacre totalement. Tant que je serai premier président de la Cour des comptes, c'est clair pour moi, impartialité, indépendance, et je suis consacré à cette nation. Et vous pouvez choisir un jour, vous pouvez décider un jour de faire autre chose. Mais vous êtes éventuellement candidat à la présidentielle ou pas? Non, le jour où je ferai autre chose, je me poserai ces questions. Aujourd'hui, je ne me les pose pas du tout. Mais si vous me demandez si un jour on m'entendra à nouveau dans le débat public, la réponse est oui. Voilà. La présidentielle, je n'y pense vraiment pas une seconde. Et je vais aller plus loin, Frédéric. Je n'y ai jamais pensé de ma vie. Merci en tout cas, Pierre Moscovici, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Voilà.